Deuxième partie de cette émission fantastique sur les arnaques immobilières. 4 nouvelles expertes, enfin je devrais dire 3 parce que Lise est restée avec nous. Oui. Nîmes, toujours au top. Ah mais toujours au top et je vous invite toujours à venir nous voir. La voisine Sabrina, Montpellier. Toujours, on vient pour le patrimoine, on reste pour l'apéro. Ça c'est bien ça. Mais alors Montpellier, là en ce moment c'est la folie là avec Noël. Là. C'est la folie comme un peu partout en France, effectivement. Chaque région a ses spécialités et Montpellier, comme il fait bon, on aime se promener. C'est bien. Alors nous avons également Briançon. Bonjour Bruno. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Laetitia, à l'honneur. Donc là la montagne ça vous gagne là? Tout à fait. Là, ça commence à skier ou pas? Ça va commencer, ça va être l'ouverture dans la vallée de Serre-Chevalier. Donc sport d'hiver, donc il faut venir, c'est le moment. Le vrai Noël à la neige. Voilà, c'est ça. La neige est arrivée. Ça fait rêver. Et bien évidemment Marie, notre Marie nationale, Beaujolais, Val-de-Saône, là aussi c'est région extraordinaire pendant les fêtes. Belle région lyonnaise. Donc aujourd'hui même, on a la fête des Lumières sur Lyon. Qui démarre aujourd'hui. Bon, alors on va dans cette deuxième partie essayer de décortiquer comment se prémunir et comment combattre les arnaques. Là, on a des ferventes défenseuses du droit immobilier. Elles sont au point, elles ont enquêté. En première partie, on a vu qu'il y avait beaucoup d'arnaques à la location. Élise, tu as été enquêtée, tu as été interviewée. Marie Pressigou, avocate à Montpellier, donc qui m'a expliqué les arnaques qu'elle rencontrait et comment se prémunir de ces arnaques. On regarde. Donc, au niveau des conseils qu'on pourrait donner pour éviter aux locataires d'avoir à vivre ce genre d'arnaque. Bien évidemment, c'est ne jamais accepter de verser d'argent avant d'avoir conclu le bail. Mais même plus que ça, ne jamais accepter de signer un bail avant d'avoir visité les lieux. Les photos ne sont pas forcément contractuelles. Vous pouvez avoir une très belle annonce, mais par contre, une fois arrivé dans les lieux, constatez qu'il y a des moisissures, constater qu'il y a des infiltrations, constater que c'est une passoire énergétique, etc. Donc, toujours visiter les lieux avant de conclure un bail. Et enfin, je dirais ne jamais, jamais, jamais accepter de payer avant d'avoir réalisé toutes ces mesures préalables et vérifier, bien évidemment, la qualité de propriétaire de la personne, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander de justifier de son identité et de produire la taxe foncière afin qu'il vous justifie qu'effectivement, c'est bien son logement. Sachez que si vous avez été victime d'une arnaque, vous avez la possibilité de porter plainte directement en ligne. C'est simple, c'est dématérialisé, vous pouvez le faire directement de votre smartphone et c'est l'application Thésée qui a été mise en place par le gouvernement qui recense toutes les arnaques et qui, bien évidemment, peut éviter à d'autres victimes de se faire avoir comme vous. Voilà, alors là, c'est des très très bons conseils. Merci Lise de cette interview. Surtout d'une avocate qui, effectivement, fait les procès. Est-ce qu'il fait les procès? Alors, moi, j'ai appris qu'on pouvait porter plainte en ligne. Oui, on peut porter plainte en ligne. Incroyable. Oui. Avec Internet, on peut tout faire en ligne. Moi, je pensais que c'était au fax, moi, déjà encore. J'étais encore au fax, moi. Non, donc on peut effectivement porter plainte et il faut surtout pas hésiter à vérifier l'intégralité de toutes les pièces. L'identité. Ouais. L'identité, c'est hyper important. Donc moi, ce que je conseille en général, c'est de ne pas traiter uniquement par mail ou par téléphone, mais vraiment de rencontrer la personne. Oui, bien sûr. Nous, on a été victime d'une arnaque immobilière. Donc justement, pour un appartement sur Montpellier. Ah, merci. 60 mètres carrés, 300 €, charges comprises, électricité, gaz. Ce qui n'est pas possible en termes de prix, on est d'accord. On est d'accord. Et donc, sous l'enseigne de notre agence. Et en fait, on a porté plainte grâce à justement j'ai pas compris. locataire. Alors, donc, Ils prennent les photos, Bruno, ils prennent l'enseigne de Marie, ils mettent des photos qui tapent à l'œil. Ah oui, donc là, c'est la substitution d'une agence immobilière. C'est une usurpation d'identité. C'est ça. Exactement, avec l'enseigne Hamilton. Donc, une des personnes qui était intéressée par cet appartement a eu l'idée de rechercher nos coordonnées, de nous appeler et de nous envoyer donc, le mail d'échange. Alors, c'est du tutoiement. Déjà, c'est c'est très mal écrit. Il y a des fautes d'orthographe souvent. Souvent, les bailleurs sont partis d'urgence à l'étranger, donc ils ne peuvent pas se rencontrer et il faut faire effectivement le virement. Alors, je rajoute quand même, voir les personnes, c'est bien, mais comment savoir que c'est le vrai propriétaire? Moi, j'ai des locataires qui ont été arnaqués parce qu'en face, ils avaient un squatter qui leur a loué un appartement, qui a pris l'argent et qui a demandé 6 mois. D'accord, mais comment on fait pour savoir que c'est un squatter? Idéalement, on essaie de demander l'attestation de propriété et quelque chose qui justifie.
Alors Laetitia. oui, effectivement. Moi, j'ai été victime. Heureusement, j'ai réussi à contrer la chose en tant que cliente. Hein. Là, pas en tant que professionnelle, là, en tant que cliente. Voilà. Comme quoi, même les professionnels peuvent être Les arnaques sont bien victimes. ficelées. Hein. Ouais. En fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari est également fonctionnaire de police. Donc, on là, peut pas nous arnaquer. Ils étaient bien tombés, les mecs. Ouais. Et en fait, moi, j'étais sur un marché tendu. Je cherchais un logement étudiant pour ma fille sur Nice. D'accord. Donc, j'ai répondu à une annonce de location pour étudiants. Donc, il m'a expliqué pourquoi il louait. Donc, ça m'a mis en confiance. Et lui, il m'a dit, je vous avoue, votre dossier m'intéresse fortement. Ah oui. En plus, moi, je voulais lui demander, après avoir fait quelques discussions par mail, son titre de propriété et sa carte d'identité. Mais comme on est sur un marché tendu, je me suis dit, je vais me faire passer pour la chieuse de service. Donc, il va tout il va zapper ton ce qui n'est pas totalement faux, finalement. Tout à fait. Ceux qui me connaissent, ils pourront le dire. Mais voilà. Et après, c'est au fur et à mesure des choses, quand j'ai demandé son numéro de téléphone et qu'il m'a demandé une caution, où là, j'ai dit stop. Et puis, il était trop arrangeant. Mais il n'était pas propriétaire du logement. En face, on ne sait pas à qui on parle, c'est vrai. Alors, ça porte un nom, hein, ça s'appelle le RIP Deal, cette arnaque. Ça porte un nom et en 2021, c'est 5 millions de fonds escroqués. C'est ça. Oui, c'est ça. Tant la vente ou la location. Bon. Et on parle d'à peu près 30% d'annonces frauduleuses. Hein. Ouais, 30% d'annonces frauduleuses, donc faites bien attention. La recherche de photos inversées, ça c'est sur Google, sur les moteurs de recherche, on peut effectivement, à partir d'une photo, faire une recherche inversée pour savoir si elle n'est pas sur d'autres annonces. Oui. Et si on détecte qu'il y a 2 annonces identiques dans 2 villes différentes, ça sent pas bon, on vous le dit. Et le bailleur ou le propriétaire qui a dû partir en urgence à l'étranger, ça, c'est faut fuir. Ouais, après, parce qu'il demande de l'argent. Il y a une notion de culot, c'est que le propriétaire qui avait arnaqué Alice sur Nîmes lui a dit, je vous demande 500 € pour bloquer l'appartement, mais aussi pour me prévenir des arnaques éventuelles, parce que je voudrais pas tomber sur un locataire qui me laisse tomber au dernier moment. Voilà. Ils ont un bon discours. Il y a un très bon discours. Alison, justement, en termes d'investisseuse, on parlait en première partie, les arnaques. Tu as été, toi, victime de quelques arnaques. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est exactement ça, comme quoi ça peut arriver vraiment à tout le monde. Mais là, c'est une arnaque un peu différente finalement. Donc, je me retrouve à acheter ma résidence principale. Donc, en plus, c'était une maison, je l'ai vue en vente, j'ai dit absolument, il me la faut. J'ai insisté pour être la première à visiter. Je visite, je fais une offre au prix parce que derrière, je sais qu'il y a je ne sais pas combien de personnes. Je l'ai. Donc, j'achète le bien. Donc, je signe le compromis. 3 mois plus tard, ou 4-5 mois, je crois que ça a duré un peu plus longtemps, je vais chez le notaire signer. Ouais. Et donc, je récupère les clés de ma maison, je vais dans cette maison. Et là, il manquait quoi ? La boîte aux lettres, la sonnette, un lave-mains, des tiroirs dans la cuisine. Ah la vache. Et en fait, je n'avais pas été visiter le bien juste avant. Donc en fait, grosse erreur, toujours le faire. Bon. Parce qu'en fait, finalement, le préjudice, il s'est levé à peu près à 800 €. Ouais. J'ai pas lancé, j'ai pas porté plainte, j'ai pas été plus loin parce que je me suis dit que finalement, j'avais pas les preuves en photo. Donc voilà. Alors là, il y a encore, là, c'est la petite arnaque. C'est un bel exemple. Hein. Non, mais c'est la petite arnaque qui est finalement dérangeante, hein, mais sur lequel on peut pas faire grand-chose. Mais il faut absolument faire une visite avant d'aller chez le notaire. D'accord, mais impératif. Non, mais justement, c'est ça, c'est faire une visite avant. Mais là, bon, un lavabo, une boîte aux lettres, ou je sais pas quoi. On va pas aller porter plainte pour récupérer un lavabo. Les douilles d'électricité, tu devais pas les avoir. Ah oui, non, j'avais fait aucun quoi. Ils partent avec les douilles. Voilà, c'est ça. C'est une petite filouterie. C'est une petite filouterie. Bon, d'autres arnaques immobilières un petit peu plus embêtantes, c'est effectivement quand on achète un appartement, on le disait en première partie, les vices dissimulés, cachés, les faux DPE. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à nos téléspectateurs pour éviter ça? Sabrina. Le DPE, on en parle souvent, on demande les DPE, on ne demande pas la date de validité. Il faut savoir que les lois, elles ont changé. Les DPE ne sont plus valables, tous ceux qui ont été faits avant le 1er juillet 2021. Le DPE, c'est valable 10 ans, mais les lois ont changé. Maintenant, c'est vraiment tous ceux qui sont avant 2021 ne sont plus valables. Ah d'accord, voilà. Tout simplement, on demande donc, la date. Pour les DPE, alors pour, je dirais, les vices cachés, comment on fait pour se prémunir des vices dissimulés ou des petits défauts qu'on n'a pas vus au moment de l'achat?
Alors, ne pas hésiter lors des visites, faire des contre-visites, surtout si c'est sur des maisons anciennes, faire venir un professionnel de l'artisan pour vérifier la toiture, l'humidité, parce qu'effectivement, on ne peut pas casser les murs pour savoir s'il y a de l'humidité. Bon, maintenant, il y a du matériel pour vérifier. Donc, demander au propriétaire pourquoi il y a du lambris, est-ce qu'il y a eu des travaux. Et puis, s'il y a un doute, on fait venir un professionnel dans le bâtiment. Par contre, Bruno, j'ai une cliente qui a eu une petite arnaque. C'est-à-dire quand elle a acheté, en fait, la piscine n'était pas au cadastre. Et elle a reçu une taxe de la mairie à payer. Et là, je conseille aux gens, avec tout ce que vous avez sur Internet, avant d'acheter, allez sur le site du cadastre, tout simplement. Et allez voir si votre piscine, elle est cadastrée. Ça me semble logique. Alors, Alison a eu une autre petite filouterie. Et alors, je suis très, très taquin avec Alison aujourd'hui. Une autre filouterie, bon, pas très grave finalement, mais pas très grave embêtante. parce que j'ai eu le premier coup qui m'a averti. Mais en fait, donc pareil, je signe un compromis d'un appart pareil. Je l'attendais depuis tellement d'années, cet appart, que voilà, je signe le compromis et finalement il se passe énormément de temps entre le compromis et la vente définitive parce que les lots n'étaient pas divisés, c'était un appartement. Et puis c'était un peu une vente longue. Donc il y a eu 1 an, presque 2 ans. Et donc par contre le jour même, je retourne voir le bien. Donc je vais vous montrer des photos du bien dont j'ai signé le compromis. Donc le bien, 4,50 m sous plafond, enfin voilà, il était magnifique. Très joli bien, Il y avait une rénovation à prévoir, certes, mais il était très beau. Et donc 1 an et demi plus tard, je vais le jour de la signature de la vente normalement et regardez ce que je trouve. Voilà. Ah oui, donc, c'est autre chose. Le bien avait été laissé fenêtre ouverte avec des champignons du coup qui avaient apparu, la moisissure. Et en fait, le bien avait été laissé ouvert et pas chauffé pendant 1 an et demi dans la région à Metz en fait. Donc au final, il fait très froid. Donc là, ça pardonne pas. Et du coup, donc là, je me suis dit non, on annule la vente. Donc immédiatement, j'ai appelé mon notaire. J'ai dit en fait là, ça va pas, ça correspond pas. J'ai envoyé les photos. J'ai contacté aussi la vendeuse en disant écoutez, moi, je suis pas ok avec ça. Elle était même pas au courant que son bien était comme ça en fait. Et du coup, j'ai pu négocier avec elle. J'ai dit moi, je veux encore acheter ce bien. Par contre, pas au même prix parce que bien évidemment qu'il y a une différence. Il y a même des choses qu'on ne pouvait même plus récupérer. Et tu as réussi à négocier. J'ai réussi à négocier. Donc la réfection plus ou moins, voilà, et plus un montant, en fait, négocié. Ça arrivait au total à peu près à 40 000 euros. À ce stade de compromis, est-ce qu'on a encore... Parce que quand même, le compromis, c'est j'achète le bien en l'état. Exactement. Dans l'ancien, effectivement, Alison, tu achètes le bien dans l'état. Donc, comme il n'a pas de garantie décennale des 10 ans, la propriétaire aurait pu dire... Vous l'achetez dans l'état. Oui, mais en l'état, à partir du moment où tu l'as visité la première fois. Alors, tout dépend du compromis s'il y avait eu un état des lieux de fait. En fait, ce que je conseille déjà, c'est de faire plein de photos, parce que du coup, là, moi, c'est les photos qui ont... voilà. Ça fait preuve. Et ce qu'on peut faire, c'est rajouter une clause dans le compromis, que le bien doit être vendu dans le même état que le jour du compromis. En fait, à la vente, ça doit être pareil. Alison, et donc, vraiment faire ça, c'est très important. Et photos, et même lister, si on veut, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. Sorte d'état des lieux au moment du compromis, quoi. Exactement. Maintenant, je ne le fais plus. C'est bon, maintenant, on a compris. Les notaires le notent de plus en plus. Oui, je pense qu'avec toutes ces tromperies... Bon, alors justement, quelles sont les vérifications indispensable que vous conseillez à nos téléspectateurs à vérifier avant de signer un compromis? Déjà, Marie. De bien vérifier que l'agent immobilier est inscrit à la chambre de commerce. D'accord. Donc ça, simplement sur Internet, en tapant le nom de l'agence ou le nom du Si on passe par un professionnel, parce si on passe par un professionnel. Parce qu'il y a Alors, encore... si on passe pas par un professionnel, moi, je rajouterais, peut-être, dans la vente, il y a le vendeur, l'acquéreur. Prenez chacun votre notaire pour que chacun vous représente. Très important. Je trouve ça intelligent. Lise. Alors, on a parlé des diagnostics qui pouvaient être faux, mais quand même, prenez le temps de bien lire les diagnostics. C'est trop souvent survolé. Quand on est chez le notaire, on a beaucoup d'informations. Vous avez la possibilité de l'avoir préalablement. À la visite, normalement. Exactement. Et donc, on prend le temps de le lire, de bien le comprendre. Laetitia. Alors, vérifiez bien sûr le titre de propriété, vérifiez que le vendeur soit bien propriétaire de son bien. Et si on est en copropriété, surtout demander les derniers PV d'AG, l'Assemblée Générale, pour savoir... Ils diront l'historique des travaux de votre immeuble, pour savoir s'il y a des travaux et les factures. Les factures, surtout s'il y a un poêle, s'il y a une cheminée, pour la chaudière, le ramonage, tout à fait. Alors j'aimerais que pour terminer cette partie, on parle un peu des mauvaises pratiques d'agents immobiliers. Est-ce que quelqu'un
Sabrina veut en donner une, par exemple. Sabrina qui a pas sa langue dans sa poche. Alors, donc on va prendre un exemple où vis-à-vis de, on va duper l'acquéreur avec les photos qui sont hyper travaillées. Voilà. Et ça, mais c'est pas duper l'acquéreur, c'est un rôle commercial. C'est notre travail de mettre en avant le bien. Faites attention, effectivement, les agents immobiliers ont des moyens pour mettre en valeur le bien. On a des outils qualité. Pour, en quelque sorte, embellir les photos. Mais ça, c'est pas une filouterie. Moi, je parle plutôt de... Surestimation. Surestimation, par exemple. Alors, la surestimation pour pouvoir prendre le mandat, donc c'est des pratiques qui se font, mais c'est surtout des pratiques, d'ailleurs, il y a des confrères qui ont été jugés pour ça, parce que ça peut être dramatique aussi pour le vendeur, surtout s'il a un autre projet d'acheter par la suite. Sûr. Mais là, on explique la filouterie, c'est qu'en fait, l'agent immobilier a besoin de biens pour pouvoir, en quelque sorte, exercer son activité. Il va voir le vendeur, et pour lui faire plaisir, il va lui dire « Votre bien vaut 20% de plus ». Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après ? Alors, il y a même la possibilité de faire des fausses visites. Il y a certains agents immobiliers qui prennent un mandat surestimé, mais pour faire plaisir aux clients et pour faire croire qu'ils ont des acquéreurs, ils organisent des fausses visites. Bon, alors faites attention à l'agent immobilier qui est trop gentil. Hein, on vous le dit, ici... Faites un conseil au vendeur dans ce cas. On peut donner un conseil au vendeur dans ce cas. Faites appel à 2 agences. Voilà, exactement. Plusieurs estimations. Et regardez plusieurs estimations. Quand un agent immobilier vous dit la vérité, vous le sentez. Aujourd'hui, on a tous les moyens de vérifier la renommée d'une agence. Donc sur Internet, il y a plusieurs possibilités, sur Google, sur différents sites d'avis clients. Donc il faut vérifier. Bon, on regarde un petit récap pour se mettre toutes les idées en place et on passe à la partie 3 interactive dans quelques minutes. On regarde. Pour éviter ces arnaques, les bonnes pratiques à adopter sont les suivantes. Vérifiez l'identité de votre interlocuteur, soyez méfiant des offres trop alléchantes, exigez des documents officiels, ne payez jamais avant de voir le bien, passez par des plateformes ou personnes reconnues, et bien sûr, n'hésitez pas à signaler les arnaques en contactant la DGCCRF, les forces de l'ordre et les plateformes et sites dédiés au signalement de pratiques frauduleuses.